Echoes Studio. Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Pour ceux pour qui c'est le premier épisode, c'est un épisode estival 2023, plein été, et puis on va parler éco-jog, on va parler sport, on va parler de l'impact de l'industrie du sport sur l'écologie, de ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Et pour ça, je suis avec ni plus ni moins que le champion du monde de 800 mètres en 2017, Pierre-Ambroise Boss. Pierrot, comment ça va ? Écoute, pas mal, un peu fatigué de mes Solidays. Ouais, t'as la voix qui fait fin de Solidays un peu. Ouais, absolument. Mais après, je ne travaille pas très bien mes cordes vocales, donc j'ai tendance à la perdre très facilement. Et toi, belle voix. Merci, je reviens d'une semaine de vacances, donc la voix est reposée, on n'a pas enregistré d'épisode depuis plus de 10 jours là, donc la semaine dernière c'était vacances, la semaine d'avant c'était marathon, on a enregistré 7 épisodes je crois. Donc là on est calé pour tout l'été. Je pense que l'épisode qu'on enregistre là c'est un des derniers épisodes de l'été. On enregistre en fin juin, donc j'ai jamais été aussi en avance sur mon calendrier estival, tu vois. Donc là hyper propre. Magnifique, tu as recouvert toute ton énergie pour moi. Exactement. Merci. Là, on est à 100% de la barre de vie. Donc, c'est parfait. On a combien de petits cœurs ? On est à 5. Ah, yes. Bon, alors, je vais en énuiser au moins 4 pour toi. Je sens que cet épisode va partir un peu dans toutes les directions. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Parce que je l'ai fait très, très vaguement et je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui ne savent pas forcément qui tu es. Est-ce que tu peux nous faire un peu ton pédigré, ton palmarès, nous raconter qui es-tu, comment est-ce que tu as commencé à courir ? Et puis pourquoi tu es là aujourd'hui en fait. Ok, écoute, Pierre-Ambroise, je suis quelqu'un qui aime profondément le sport, qui aime profondément la vie et les gens, et très rapidement j'ai été orienté dans le sport. Donc quand j'avais 7 ans, j'ai commencé à courir en suivant les traces de ma sœur. Et puis en fait je suis resté sur les mêmes rails pendant jusqu'aujourd'hui quoi. Donc là je suis bien entendu sur la fin, 31 ans. Il me reste vraiment un dernier objectif à faire, c'est les JO. Donc moi, c'est le 800 en athlète. Ouais. Donc pareil, très rapidement, c'est là qu'on m'a orienté. En fait, si tu veux, en athlétisme, c'est un effet d'entonnoir. À un moment donné, on te fait lancer des balles, on te fait sauter en hauteur, on te fait courir. Oh, tiens, vas-y, c'est sûr que tu vas être plutôt là-dedans. Non, fais-moi confiance, là, t'es nul. Et puis en fait, voilà, à un moment donné, il faut choisir sa discipline et tu y restes. Ça a plutôt bien marché pour moi pendant un moment, donc j'ai fini par atteindre cet objectif incroyable, donc champion du monde. Et voilà, donc depuis, je surfe un peu sur cette vague-là, mais c'est vrai que ma passion a quand même énormément diminué depuis. Comme si j'avais atteint un objectif et qu'après le truc, quoi. Voilà, mais c'est un peu difficile. Donc moi c'est pas le 800 vraiment qui me passionne, c'était le haut niveau, le fait de rencontrer des gens, de voyager, d'être toujours stimulé en fait. D'ailleurs le 800 en lui-même est une discipline qui est reliée à ma personnalité quoi. Je sais pas si les gens savent, mais en fait le 800 c'est une discipline très, très complexe en fait, où il y a énormément de... C'est encore du semi-fond ou on parle déjà de fond ? C'est la première discipline du demi-fond, donc là où on n'a plus de starting block. Et donc c'est une discipline qui est très énergivore, mais très stimulante dans le sens où aujourd'hui tu dois subir de toute façon. Même si c'est lent, ça va être compliqué quoi. Et en ça j'aime bien le fait aussi que tout le monde puisse la faire. Dans le monde entier, tout le monde participe il y a tous les pays représentés. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, c'est très universel. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de morphotypes qui peuvent accéder à un très haut niveau. Donc, tu peux être petit, trapu, grand et longé. Tu vas pouvoir, avec différents canaux de l'entraînement, réussir à faire du haut niveau avec différentes qualités, différentes compétences. Ça me plaisait bien. Donc. Mais je m'en suis rendu compte plus tard. Parce que tout ce que tu disais, on m'a mis sur des rails, tu aimais l'athlétisme quand t'as commencé ou tu t'es dit, tiens, vas-y, je suis bon et... Non, j'ai toujours aimé courir, ça c'est clair. Même de temps en temps, quand je me sens pas bien, je vais aller courir, ça va me faire du bien. Après, maintenant aussi, ça marche pour tous les sports, hein, je pense. Dès que tu te dépenses, l'activité physique. D'ailleurs, je pense que les gens sont... Certes, une grande partie des nouveaux sportifs sont en train de s'en rendre compte. Quand je dis nouveaux sportifs, vous savez, le monde actuel bouge
un peu plus, mais il y a une autre partie qui est complètement sédentaire et on s'en rend compte avec les jeunes et dans l'éducation nationale. C'est un petit peu inquiétant. Aujourd'hui, il y a 2 mondes parallèles. Je ne sais pas ce que tu ressens là-dessus. C'est-à-dire, il y a un monde complètement sédentaire, donc comme le monde s'est digitalisé totalement, et même nous, moi je me rends compte, des fois pendant 5 à 6 heures dans mon lit, j'ai scrollé les vidéos et compagnie, et je me rends compte que si j'étais pas formé à faire du sport formaté, je pouvais me retrouver 3 jours dans mon lit sans bouger, quoi. Et malheureusement, quand on est né dans ce monde digital, c'est complètement difficile d'en sortir. Et d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a cette tranche de trentenaires, quarantenaires qui ont pété un boulon et ça y est, qui se mettent au sport, alors qu'ils ne viennent pas de ce monde-là. Et ça, c'est super. Mais j'ai quand même l'impression que c'est souvent un âge auquel on teste de nouvelles choses, 30, 40 ans. Et je ne suis pas certain que ce soit particulièrement lié à notre génération, à nous. Mais en revanche, effectivement, je vois ce que tu veux dire sur les plus jeunes générations, où là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, effectivement, une jeunesse à 2 vitesses, où il y a ceux qui n'ont pas eu la chance de tester et d'être éduqués dans le sport et dans le bouger, et ceux qui ont vraiment eu cette chance et qui, pour le coup, j'ai l'impression, ont... je sais pas, j'ai l'impression, moi, que la jeunesse, ceux qui sont plus jeunes que nous, ils ont une capacité à se concentrer sur une passion qui est beaucoup plus forte que la nôtre. J'ai vraiment cette sensation-là où... et d'ailleurs, on le voit, il y a des records qui sont encore battus par des gens qui ont 10 ans de moins que nous. Donc, ça veut dire que les jeunes ne sont pas moins ils mettent leur vecteur sur un truc en particulier, c'est possible. Ouais. Nous, peut-être, on était un peu plus curieux. Enfin, quand on dit nous... t'as quel âge, d'ailleurs ? Pas loin de toi, 29. Parfait. Non, c'est clair. Et puis, quand tu disais les 30 ans, 40 ans, peut-être aussi qu'avant, on ne se connaît pas vraiment et qu'on n'ose pas. La société, entre 20 ans et 30 ans, c'est plus ou moins là qu'on est censé réussir. Donc, on est aussi beaucoup à faire des choses qu'on n'apprécie pas forcément, mais il faut bien gagner notre pain. Il faut bien gagner notre vie. Et puis, il y a peut-être un décrochage à un moment donné où on se dit, ça y est, j'ai fait ça, maintenant, je peux peut-être... passer à mes vraies passions, finalement. Est-ce que on va faire un peu le parallèle avec la partie écologique, parce que ça va faire 10 minutes qu'on enregistre. Donc toi, tu as eu une grosse partie de ta carrière où tu as suivi les rythmes qu'on t'a imposés, et puis c'est assez récemment où tu t'es dit, il faut que j'arrive à changer d'autres choses. C'est une nouvelle passion que tu t'es mis en tête. À quel moment ? Juste après, du coup, tu disais quand tu as perdu un peu la passion, 800 après 2017, ou ça date d'avant ? Non, ça date d'après. J'ai eu un changement, je sais pas, 2019, je crois, 2020, avant le Covid, en fait. Alors, comment ça s'est passé ? Si tu veux, moi, j'ai fait une carrière, effectivement, j'ai suivi, en fait, la mouvance, si tu veux, du sport. Donc, j'étais dans un groupe d'entraînement, et puis dès qu'on me disait, allez, il faut aller en stage ici, en Afrique du Sud, j'allais en Afrique du Sud. Il n'y avait pas de besoin de me... je me posais même pas de questions, en fait. C'était évident, quoi. C'est pas que je m'en foutais complètement de l'écologie, mais... Juste, tu savais pas, quoi. Il y a plein de gens... Non, mais oui, mais c'est de l'égoïsme. Moi, j'étais dans ma passion du sport. J'étais dans mon ambition. Il n'y avait rien d'autre qui allait se mettre sur ma route. Et en plus, c'est extraordinaire de voyager. Voilà, on est dans un monde où, oui, aujourd'hui, on peut faire le tour du monde. On peut aller de l'autre côté du monde en 24 heures. Moi, ça me passionne, tout ça. Aller voir des gens qui ont une culture totalement différente. Enfin, c'était un truc, à partir du moment où j'ai mis le doigt dans cet engrenage, j'ai adoré, donc j'ai continué. Et sans me poser la question de mon empreinte carbone, en fait. Alors que c'était déjà catastrophique. Et donc, je faisais 3-4 voyages par an pour faire des stages. Alors, je parle vraiment des grosses destinations. Et puis, je prenais l'avion, je sais pas, 8 fois par été. Catastrophique. Voilà, c'est quoi ? C'est pour la saison, du coup, c'est ça ? Ouais, pour aller faire des meetings. Et puis, en plus, moi, j'aimais bien aller dans les gros meetings. Donc, je courais parfois à New York, à Doha, parce que c'était là que ça se passait, les plus grosses courses. Il fallait être présent, quoi. Et puis, en 2017, je gagne, mais là, aucun rapport. Effectivement, ma passion change un petit peu. Et mon pote Brian, avec qui on fait les Eco Sport Challenge, on en parlera bien assez tôt, m'invite à un éco-jog. Donc, ils appelaient ça des éco-jogs. C'est des clean-up, tout simplement. En fait, c'est un groupe de coureurs qui se rejoignaient. Alors, je ne sais pas s'ils le font, mais ils étaient d'abord 3-4.
Et puis, ils ont fini à 40, 50, entre coureurs. Hop, on se rejoint dans un spot particulier. Alors là, ils le faisaient beaucoup à Lyon. Et ils se dispatchaient dans les rues. Et ils revenaient. Mais ils ne savaient pas trop où mettre les déchets. Enfin, finalement, avec du recul, ça avait du sens sans en avoir. Parce qu'ils ont fini par bosser avec les villes, les métropoles, pour se dire, OK, ce typologie de déchets va arriver ici, cet autre ici. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, premièrement, ramasser des déchets et courir, c'est deux choses bien antinomiques. Ça ne va pas avec. Donc c'est assez compliqué à faire. Et il faut les mégots, par exemple, il faut que ça ait un sens. Où vont aller les mégots, où vont aller les canettes. C'était compliqué à trouver à chaque fois. Ouais. Et donc nous, cumulé à une dernière chose, c'est la réaction des gens. Extraordinaire. T'as des gens qui t'applaudissent, mais tu sais pas pourquoi. Ah, bravo les gars, c'est bien ce que vous faites. Mais tu sens qu'ils s'en foutent complètement. Et ils ont qu'ils jeté le la feront clope en jamais. même temps qu'ils le disaient. T'as d'autres gens, alors j'ai eu des réactions très, très incongrues sur Paris. Il était en train de fumer, le gars, avec un groupe de potes. Il jette son mégot devant lui, il me dit, tiens, regarde, il y en a un là. Et t'as la rage grave, quoi. Mais quand t'es en train de faire ce genre de vivre ce genre d'expérience, moi, j'étais pas dans le calcul, j'étais vraiment dans la perf. Il fallait que je ramasse le plus de mégots possible. Tu vois, tout est relié au challenge dans nos vies quand on est sportif, j'ai l'impression. Et en fait, c'est seulement à la fin de cette expérience, cet éco-jog, que je me suis couché et je me suis bien senti. Je me suis senti un bon citoyen, tu vois. C'est assez rare quand même dans une vie de sportif très où vraiment t'as un objectif en tête et en fait tu regardes un peu ton nombril, quoi. Là, t'as l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, pas pour toi. Et j'ai été intimement sûr qu'il fallait faire quelque chose dans cette voie. Et là, avec Brian, on s'est dit, mais ça marche pas en fait. Ce truc-là ne prendra jamais. C'est impossible de faire ramasser de la merde aux gens sans qu'il y ait une contrepartie. Comment faire? Et c'est de là qu'est venu l'EcoSport Challenge. En fait, on a voulu rendre ludique d'abord cette expérience. Et ensuite est venu le festival, si tu veux, on en parle. Bon, on peut en parler tout de suite. Bien sûr. Grave. Juste, du coup, ça, c'est un peu ta prise de conscience. Donc, c'était 2019-2020, tu dis, juste avant le Covid. Ça s'est matérialisé donc, par une rencontre. Non, tu connaissais déjà Brian. Ah oui, Brian, on est potes depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est lui qui t'a embarqué. Lui, il était déjà sensibilisé ou c'était par fun? Lui, par ses relations, il avait été invité, je te dis, dans un éco-jog, ça lui avait plu. Alors, c'était relié en plus au World Cleanup Day. Ouais. Enfin, World Cleanup Day, si c'est une assoce en France. Donc, je crois qu'ils sont lyonnais. Il en avait fait un ou deux, peut-être même trois, et moi je suis arrivé au quatrième en fait. Donc, mais il y avait rien de grandiose, quoi. Je te dis, c'était un groupe de runners qui se réunissaient et qui faisaient ça entre eux. Voilà, super quoi. Pas besoin, c'était c'était du plugging, ni plus ni moins, quoi. Ouais. Mais sans grande ampleur. Et nous, après ça, on s'est dit c'est trop peu. Ça marchera pas, les gens s'en foutent complet, quoi. Et comme nous, on avait déjà fait une appli de rencontre ensemble, on avait déjà testé des choses sur l'entrepreneuriat, on avait grandi ensemble dans le sport, on a fait l'INSEP ensemble. Donc l'INSEP, c'est l'Institut National du Sport. On avait déjà vécu ensemble, été en coloc. On avait déjà échoué ensemble dans plusieurs domaines. Et on se suit, plus ou moins toujours. Tu vois, nos routes sont jamais parallèles, elles finissent toujours par se croiser. Et on fait en sorte dans la vie de réussir des choses professionnelles ensemble. Et quand c'est relié à l'environnement, quand c'est relié à autre chose que nous, c'est là que ça devient vraiment plaisant. Donc, comment faire en fait pour rendre ces EcoSport Challenge, l'EcoSport Challenge, c'est le nom qu'on a aujourd'hui, mais comment... En gros, le plugging attractif. Ouais, exactement. Donc, on s'est dit, on va faire un... Alors, je me souviens plus exactement comment c'est né, mais aujourd'hui, voilà ce que ça donne. C'est un festival sportif et culturel au service de l'environnement. Sportif, pourquoi ? Puisque on fait créer un team building à des entreprises le vendredi. Donc, c'est sur un week-end. En amont,
2 semaines avant, 3 semaines avant, ça va dépendre en fait des villes. Là aujourd'hui on le fait 3 semaines avant pour le prochain événement à Lille le 15 septembre. En interne, elles commencent à faire leur truc ensemble. Donc elles ramassent des déchets en interne, elles accumulent et ça va compter comme 25% du cumul des points, puisque c'est comme d'habitude, tu as bien compris, c'est un challenge sportif. Évidemment, c'est des Olympiades. Là. Exactement, c'est une sorte d'Olympiade, c'est un team building en fait. Donc pendant 3 semaines, elles font ça en interne. Alors comment on sait ce qu'elles ramassent ? On est en partenariat avec une application qui s'appelle Trash Potter. Ouais. Ça nous a complètement digitalisé notre festival et notre team building, ça c'est trop bien. Le vendredi à midi, à 14h exactement, pendant 3 heures, chaque équipe, chaque entreprise se dispatch et elles vont partir sur un plugin de 3 heures, un challenge connecté, donc relié à l'application Trash-Potter. Si tu veux, par exemple, tu ramasses, dès que tu as fini de ramasser une bouteille de mégot, disons qu'une bouteille de mégot, une petite, c'est 600 mégots à peu près. Clac, tu mets dans l'application une bouteille remplie et ça envoie des notifications à tout le monde. Et il y a relié à un leaderboard dans le village directement où en fait les classements, comme dans la Formule 1, en fait, sont directement notifiés. Donc ça booste le challenge en fait, tu vois, ça donne envie d'aller en ramasser encore plus, ça c'est trop bien. Et au bout de 3 heures, on a un décompte et grâce à un système avec d'autres choses qui vont cumuler les points, notamment le cri de guerre, l'objet le plus insolite. On a des cendriers de poche aussi qu'on nous fournit. Et le but, c'est d'en donner le plus vite possible. 50, on doit donner 50 cendriers de poche à des gens dans la rue random, tu vois. Ça nous fait, pareil, monter dans le classement. Et tout ça fait qu'à la fin, les 3 équipes seront récompensées. Et ça a rendu une belle journée. Et c'est entreprise versus entreprise ou c'est en interne ? Exactement. Okay. C'est en interne, je te dis, pendant 3 semaines au début entre eux. Ça va calculer, ça va compter comme 25% du cumul total et 75% des autres points sont le jour J. Voilà. Et puis on fera bien entendu au prorata, parce que si tu as une entreprise de 15 personnes et les autres, elles ont ramené 4 équipes, bien entendu qu'on va diviser à la fin. Voilà, ça c'est le vendredi. Et le samedi, ça sera plus le grand public. Donc là, on a véritablement un éco-village avec un DJ dedans. On a, pour le côté culturel, une œuvre fil rouge qui va être reliée à l'environnement. Tu vois, la dernière fois, on avait un artiste qui nous a fait une raie avec des mégots. Assez rigolo, quoi. Donc pendant toute la journée, on aura ce qui l'inspire au maximum. Le village est rempli d'exposants reliés à l'environnement, bien sûr. Donc ça peut être soit des friperies, ça peut être des partenaires de la revalorisation de mégots, justement. Ça peut être tout un tas de gens qui ont voulu participer et qui trouvent un sens à ce qu'on fait. Voilà, et qui y trouvent aussi un intérêt, puisque bien entendu, elle paye le stand et c'est pour avoir un retour sur investissement, bien entendu, au-delà de passer du bon temps avec nous, puisqu'elles ne vont pas faire l'éco-jog. Et notre idée, et alors là, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore fait, mais on va l'expérimenter à Lille. À Lille pour la première fois. C'est que les gens... Non, à Lille pour la 2e fois. Mais notre idée, c'est un festival. Donc un festival, il faut qu'il y ait un festival à la fin quand même. Il faut qu'il y ait un concert. Et notre idée, c'est le concert. Comment faire en sorte que les gens nous ramènent une bouteille de mégot ? Parce que les gens ont joué le jeu les 2 premières fois, parce qu'on a fait 2 événements, un à Lille en septembre, un à Lyon au mois de mars, qui vont recommencer tous les ans. Et on se disait, il n'y a pas assez de gens quand même. C'est quoi là, l'envergure on a fait 500 000 mégots à Lille, si tu veux. Malheureusement, à Lyon, dès que ça commençait à prendre, c'était au moment des manifestants, tu sais, Donc, en plus, on a fait ça dans la mairie du 6e à Lyon. Ils voulaient casser du bourgeois et le 6e arrondissement de Lyon, c'est comme le 8e ou 16e à Paris, tu vois. Et donc, ils sont partis de notre truc et donc, on a dû ranger le village à 15h alors que l'événement finissait à 18h30, quoi. Donc, le grand public, malheureusement, a pas pu s'exprimer, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on le faisait tout le samedi. On faisait le matin les entreprises le samedi et l'après-midi le grand public. Aujourd'hui, on a compris que les entreprises, elles n'ont pas envie de bosser le samedi et elles ont envie d'être en famille de leur côté. Donc, on a véritablement créé un team building pour eux le vendredi et le samedi, le grand public. Je reviens à mes moutons. Pour l'environnement, pour le concert, l'idée, c'est d'appâter les gens en leur disant « Ramenez-nous une bouteille de mégot. En échange, vous avez votre petit bracelet et ce soir, vous participez au festoche, à un concert pour l'environnement. » Ok. Voilà.
donc financé directement, soit par une radio, soit par les fonds qu'on a récupérés directement. Nous, c'est pas forcément à but ultra lucratif, c'est véritablement que notre événement déjà soit bien connecté, bien emboîté et que ça prenne véritablement. Donc le prix de la place, c'est une bouteille de mégot. Exactement. C'est excellent. Et vous vous attendez à voir combien de personnes là-dessus? Bah, en vérité, je pense qu'on va pas non plus avoir 15 000 personnes, faut pas déconner. Hein. Ça reste quand même se bouger le cul pour faire une bouteille de mégot. Ceci dit, si tu te concentres bien, une bouteille de mégot, tu la ramasses en 20 minutes. Hein, 20 minutes ouais. Pour les 600, les 600 enfin, petits, à deux, en 20-25 minutes. Nous, avec Brian, on a déjà, ça dépend des endroits. Dans une ville, je vais pas dire des villes, mais... Bon, allez, vas-y, on y va. Disons Paris, parce que c'est la plus facile. À Paris, il y a personne qui sera vexé à tu, Paris. Je me casse de chez toi, je reviens dans 20 minutes, j'ai une bouteille entière, petit 1, de 500 millilitres remplie de mégot. Sans aucun problème. Ok, donc le prix de la place est pas si cher, quoi. C'est 20 minutes de taf. Et puis c'est, en plus, voilà, tu fais un peu de squat, c'est bien. Si tu veux, tu te fais des petits sous à chaque fois que tu remontes. Mais non, c'est pas cher du tout. On est dans des discussions déjà avec des artistes. On est en discussion avec l'UMI pour avoir un lieu. Donc ça commence à se préciser. C'est Libellule qui nous a mis la puce à l'oreille sur ça. C'est quoi ça? Libellule, je sais pas si tu vois qui c'est une influenceuse qui à la base était plutôt dans le sexe et puis maintenant elle est sortie de... Enfin, elle est un peu... elle est tellement éclectique cette fille, elle est tellement solaire, elle veut tellement donner aux gens. Et, moi je l'ai rencontrée en fait, si tu veux, j'ai oublié de préciser pourquoi je parle de Libellule, parce qu'en fait on a une team d'ambassadeurs et chaque équipe le vendredi aura son ambassadeur. Ça c'est génial. Et on va aussi lancer des éco-jogs qui vont partir toutes les demi-heures avec le grand public le samedi, et chaque équipe aura un ambassadeur. Donc les ambassadeurs du vendredi seront plus des sportifs, des aventuriers, et les ambassadeurs du samedi seront plus des influenceurs qui aiment les gens en fait. Donc voilà, ça sera. Et Libellule, on l'a rencontré dans ce contexte-là. Voilà, on cherchait un peu des gens engagés, et ma community manager de l'époque m'a dit faut absolument que tu contactes cette fille-là, elle est exceptionnelle. Et j'ai fait mais ouais, mais elle est dans le sexe et tout, ça n'a rien à voir. Elle me dit non, fais-moi confiance. Vraiment, je vous connais, ça va matcher. Bah ça n'a pas manqué. Le soir même, on a fait la fête et je l'ai préparée pour un 10 km pendant 3 mois juste après, alors qu'elle avait jamais fait de sport de sa vie. Elle avait un niveau de malade. C'est une fille qui fait de l'endométriose. Et bref, son dada, elle, c'est de parler de sexe, en fait, à ciel ouvert, j'ai envie de dire, et sans complexe, aux gens qui en ont besoin. Et c'est vrai que les filles, aujourd'hui, entre 15 et 30 ans, c'est des sujets sur lesquels c'est un peu sensible aujourd'hui, ça reste un peu tabou. Et elle casse les codes complètement, elle défonce toutes les portes. Et du coup, elle suscite énormément de respect et d'attention. Et voilà, moi, je me suis servi de ses conseils avec Brian quand on était à Lyon. On voulait lui parler de qu'est-ce qu'on pouvait améliorer dans ces éco-jogs. C'est elle qui nous a parlé du concert. Il nous a dit, mais les gens, si vous voulez les appâter, faites un vrai truc en fait à la fin. Puisque vous êtes déjà en train de faire une soirée, mais vous amenez que les ambassadeurs. Non, au contraire, faites une soirée avec tout le monde. Amenez les gens de cette façon. Donc merci à elle pour l'idée, parce que je pense que c'est une dinguerie en vrai. On la mentionnera dans les crédits en tout cas. Ah bah non, mais c'est une amie, une rencontre de malade. Et c'est aussi l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on contacte des gens, et s'ils viennent en tant qu'ambassadeurs, en tant qu'influenceurs, ils ont déjà plein de sollicitations. C'est des gens qui viennent gratuitement pour ramasser des mégots avec des gens, s'il te plaît, t'imagines on est sur un niveau de gentillesse et de bienveillance. Forcément, ça va devenir des amis, ces gens-là, tu vois. Du coup, là, pour les auditeurs qui nous écoutent, bon, à Lille, au moins, ils savent qu'en septembre, ils ont ce... Ouais, le 16 septembre, ils sont les bienvenus. Pour les autres, où est-ce qu'on peut rejoindre un EcoSport Challenge, un concert, comment ça s'appelle, où est-ce qu'on trouve des places Eh ben, alors, pour l'instant, où est-ce qu'on trouve des places, ça sera le vendredi 16 septembre, si ça se fait. Donc, comme je te dis, on est en discussion et on a tellement envie de le faire, on sait tellement que c'est une bonne idée, même nous, on a envie de le faire, ce concert, que ça se fera. Donc, il n'y a pas encore de QR code généré, vous pouvez pas aller sur un site pour l'instant, ça va
véritablement se faire dans les semaines qui viennent. On l'ajoutera à la description dès que c'est le cas. Ouais, absolument. Et puis, notre idée, c'est de le faire aussi à Lyon. Donc, pour l'instant, le 16 septembre. Voilà. Venez nombreux nous découvrir notre village parce qu'il y a des gens exceptionnels dedans, des exposants qui nous font toujours apprendre des choses. Il faut savoir que ce que je disais tout à l'heure, je viens de voir que tu as le livre de Jean Covici, là, juste là. Ouais, j'ai pas mal de petits bouquins, là, tu pourras regarder aussi si tu veux. On parlait tout à l'heure du sens, du véritable sens de cette chose-là quand on faisait des éco-jogs la première fois. Où vont les mégots, où vont les canettes, où vont le plastique? Aujourd'hui, on le sait où ils vont. Nous, on a vraiment orienté notre éco-jog sur le mégot. C'est ça qui rapporte le plus de points. Donc, pourquoi? Parce que c'est le plus gros fléau de l'humanité. Le mégot, ça pollue. Un mégot, c'est 500 litres d'eau. Nous, notre objectif, c'est de battre ce record symbolique d'1 million de mégots qui a été fait à Paris sur une seule ville. C'est facile à faire si on ramène du monde. Et en fait, ces mégots, où ils vont chez Mégo. Mégo, c'est une entreprise brestoise qui fait du mobilier urbain avec ça. Ouais. Donc nous, notre idée, c'est qu'avec pour donner un ordre de grandeur, 50 000 mégots, c'est une poubelle. Puisqu'ils construisent des poubelles, des bancs. Et nous, notre idée, c'est qu'après, ça soit un véritable cycle de valeur, quoi. En fait, on revient directement dans la ville en essayant d'implanter ces bancs, ces poubelles dans la ville. Donc on bosse aussi avec les métropoles et les mairies pour ça. Ça, c'est la partie la plus difficile, en fait. C'est la partie sensibilisation, finalement, en fait. Et en plus, ce que les gens ne savent pas, c'est que revaloriser des mégots, ça coûte cher. Tu vois, je crois qu'1 kilo de mégots, c'est 12 €. Donc, 1 million de mégots, je sais pas combien il y a de kilos, hein, on n'a pas fait le calcul, mais on est sur du... Si tu veux, le mégot accepte et sera capable de revaloriser 1 million de mégots, mais si on va au-delà, ça va être compliqué. Donc il va falloir qu'on trouve des organismes. Je sais qu'Alcom, on est en discussion avec Alcom pour ça. C'est un organisme qui finance directement les métropoles et les villes pour qu'ils mettent en place des dispositifs. Et si notre dispositif peut être... si les mairies acceptent que ce soit nos éco-jogs qui servent en fait à ça, ça peut être génial, quoi. Parce que si on lui amène 10 millions de mégots, ça va quand même être compliqué, quoi. Voilà. Mais j'ai oublié de parler de l'UMI, j'en parlerai tout à l'heure. De l'UMI, en fait, pour massifier à fond le mégot, et on a déjà fait ça à Lyon, c'était génial. On a équipé, mais littéralement, on a été chercher des seaux, on est allé chercher des seaux à Leroy Merlin, on les a poncés pour pas qu'on voit le truc Leroy Merlin. On a équipé en fait, on a bossé avec l'UMI, donc c'est les restaurateurs, les bars, les boîtes, et donc qui, bien entendu, cumulent à fond des mégots, mais la plupart du temps, on les jette dans la poubelle et il n'en faut rien, donc ils sont brûlés finalement. Donc, catastrophe. Et on les a mis en concurrence. Tous ces bars au prorata, bien sûr, parce qu'une boîte ne va pas faire la même chose qu'un bar et compagnie. Donc, pareil, toujours avec Trash Potter. Dès que le seau est rempli, 15 litres, allez hop, on passe à autre chose. Et nous, on faisait le relevé des compteurs toutes les semaines. Tu vois, pendant 2 semaines, on a fait ça. Et c'est quasiment eux qui nous ont fait la moitié de nos mégots à la toute fin, tu vois. Mais en fait, si on arrive à faire ça tout au long de l'année, parce que ça les a grave chauffés, hein, d'être équipé au long de l'année. 40 acteurs plutôt que 3 ou 4. Mais... Ah bah là, là, on parle de, je sais pas, 50 bars, 60 bars. Et si on bosse avec l'UMI à Lille, ça va être pareil. On aura toutes les boîtes, on aura tous les bars, c'est ça notre idée. Mais si on le fait pas que pendant 2 semaines, mais toute l'année, c'est pas 500 000 mégots qu'on va ramasser, c'est 15 millions en fait, peut-être même plus. Et donc ces millions, faut bien les revaloriser, mais pour les revaloriser, il faut bien trouver des financements parce que ça va coûter énormément d'argent. Et ça, on va pas utiliser l'argent qu'on gagne des éco-jogs avec les entreprises pour le mettre là-dedans, c'est complètement ridicule. Donc on essaie de trouver aujourd'hui un organisme pour financer tout ça. Et on est en discussion, mais c'est les parties un peu plus complexes. Ouais. C'est curieux, tu vois, qu'on ait l'impression d'être au démarrage de ce genre de projet, alors que ça paraît évident que les bars puissent récolter les mégots de cigarettes. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais le problème, c'est que c'est pas du tout le cas. Et je peux te garantir que sur 50 bars, on a 25 qui ont joué le jeu.
sur les 25, t'as 2 serveurs sur 4 qui ont joué le jeu, c'est du 50% à chaque fois, tu vois. T'en as qui te mènent en bateau, et tu dis mais désolé, on a oublié, on va le faire. Puis tu reviens une semaine après, il l'a toujours pas fait. En fait, c'est une tâche de plus pour certains, et pour d'autres, c'est un truc à faire absolument. Et il était temps qu'on arrive, tu vois. C'est 2 poids 2 mesures, littéralement. Donc je dirais du 50-50, et t'as des mecs qui sont quand l'événement c'est fini, ils disent mais mec, revenez la semaine prochaine, nous ramener des seaux et tout. Moi ça m'a trop fait du bien, ça. Puis il est juste là, le seau, personne le voit, il y a pas de problème, quoi. Moi j'y pense tous les soirs, je suis trop content. D'habitude je mets ça dans la poubelle. Revenez les gars. Ouais. Et donc je sais qu'Alcom fait déjà ça. Donc voilà, on est dans cette mouvance, on espère que ça va prendre. Et pourquoi ils auraient besoin de vous, tu vois? Ils pourraient aussi décider de le faire eux-mêmes. Mais c'est la clair, collecte. ils n'ont pas besoin de nous du tout. Et c'est aussi ça l'idée, bien entendu. Mais de toute façon, les bars, c'est encore plus dangereux que ce que tu trouves dans la rue, hein. Parce qu'au final, quand tu cleans une ville avec, alors je sais pas combien on était, un ordre de grandeur, mais quelques centaines, quasiment peut-être quelques milliers de personnes cumulées, et ben, tu te rends compte que la ville est clean assez rapidement. En tout cas, Lille et Lyon, si tu te dispatches dans les gares, dans les spots un peu sensibles, devant les autoroutes et tout, c'est clean assez rapidement, quoi. Alors bien entendu, tu reviens une semaine après, les déchets sont aux mêmes endroits. C'est assez extraordinaire d'ailleurs. Mais au moins, si d'ailleurs, à quoi ça me fait penser? À un championnat du monde d'athlètes en 2015 en Chine. Il y avait des gros problèmes de santé. Ils avaient très peur que les sportifs développent des cancers et compagnie à long terme. Et donc, ils ont obligé le gouvernement chinois à stopper, alors je sais pas si c'était 90% des usines Ça me dit un truc, à charbon et compagnie. Et donc, ils avaient fait péter les nuages, tu sais. Et en fait, moi, je me rappelle très bien être arrivé les 2 premiers jours en Chine, mais un nuage. C'est comme s'il y avait un seul nuage, noir, gris-noir, mais c'était de la pollution. C'était pas un nuage qui allait exploser, quoi. Et quand ils avaient commencé à faire péter les trucs, enlever toutes les usines, couper les usines, en quelques heures, on avait vu le ciel bleu et le soleil, on l'avait vu, quoi. Et juste après, juste avant la fin du championnat, ils avaient recommencé, et tout de suite le nuage était revenu. Ça m'avait choqué. Et on avait vu la même chose pendant le Covid. Je sais pas si tu te souviens, mais ils avaient dû arrêter absolument. Donc c'est le même principe. Tu vois, le problème, c'est que les bars, les boîtes et tout, ça fume énormément. Donc ça, c'est un cycle. Et si eux, ils le font de leur côté, c'est bien plus efficace que 3 cons comme Brian et moi qui allons ramasser des mégots dans la rue. De toute façon, légiférer, ce sera toujours l'action la plus dure, mais aussi la plus impactante, je pense, à n'importe quel niveau pour transformer les choses. Moi, c'est marrant que tu dis ça. J'ai réfléchi à un truc con l'autre jour. Parce que je me suis souvenu d'un pote qui avait craché sur les lignes d'un train. Tu vois, on était en train de marcher, on allait dans le train, et puis il s'est mis à cracher. Alors, c'est dégueulasse, moi, je trouve, mais bref, il avait quand même craché. Et puis le flic passe devant lui, enfin, on le croise, un flic comme par hasard, et il dit « Monsieur, c'est interdit ce que vous venez de faire et tout. » Et il a coincé, mon pote a coincé, quoi. Il dit « Non, mais j'ai craché sur les rails, en fait. » Il dit « Oui, mais en fait, c'est interdit, donc je peux vous mettre une amende, là, si je veux. » Et ça l'a mis en rogne de ouf. Et j'y ai pas repensé depuis. Et un jour, je me suis dit, mais c'est vrai que pourquoi en fait on met une amende aux gens qui crachent dans la rue, mais on met pas une amende aux gens qui jettent des mégots dans la rue? A priori, si, on est quand même censé mettre une amende aux gens qui jettent des mégots dans les rues. Ça y est? Ah ouais. Je sais qu'il avait commencé à Menton ou quelque chose comme ça, à côté de Monaco, là. Si, c'est complètement interdit de mettre son mégot dans la rue. C'est combien? Bon, alors, je ne sais plus, mais je me souviens qu'il y avait une amende qui était vraiment dissuasive. Il y avait un truc qui était passé de 135 pour littering, donc en gros mettre des déchets n'importe lesquels dans la rue, chewing-gum, papier, mouchoir, clope. Et il y avait un truc qui était monté à 1500, mais ça j'en suis moins sûr, il faudrait qu'on vérifie. Mais je sais plus pourquoi c'était. Mais du coup, si, a priori, les deux, ça fait mal, c'est juste que c'est toléré, quoi. Dans la plupart des cas. Après, je pense peut-être que ce flic était un peu aujourd'hui, zélé. C'est un flic qui te croise dans la rue, en train de jeter un mégot,
Ouais, il peut te mettre une amende, ouais. Parfait. Bah Va, oui, moi. mais utilisez ça. J'aurais pensé que On tu n'a que aucun tu serais au pouvoir, courant, nous. ça. On regardera pour vérifier ça juste Ouais, bien après, mais sûr. a priori, c'est le cas. J'aurais bien aimé qu'on revienne un peu sur sur ta carrière de sportif et sur ce que tu vois maintenant, tu vois, avec ce que tu as appris ces dernières années, sur ce que tu ferais peut-être un peu différemment ou ce que tu changerais. On a parlé un peu de ta prise de conscience. Toi, déjà, tu as quand même la chance d'être dans un sport qui est assez sobre en matériel. Oui. Euh, donc, par rapport à du tennis, du golf, un sport mécanique ou j'en sais rien, il y en a plein d'autres. Mais du coup, comment est-ce que toi, à partir de ce moment de réalisation, comment est-ce que tu as vécu ta pratique avec l'écologie? Ça a été quoi? Est-ce que tu as fait un bilan carbone? Est-ce qu'il y a je sais pas, les trois grands points pour moi de ton impact, ce serait en gros tes déplacements, toi et ton staff. En deux, ce serait quoi? Ce serait les partenariats avec des marques. Et en trois, la sensibilisation, c'est-à-dire l'image de marque de Pierre-Ambroise Boss et ce que tu véhicules. Euh, j'ai l'impression, en réfléchissant, que ce sont les trois premiers. Est-ce que tu en as relevé d'autres et comment est-ce que tu vois un peu ton activité sportive là-dessus? Ouais, bon, là, le premier point, c'est sûr que de toute façon, c'est celui-là le plus gros. Tu parlais des marques dans le sens, ils t'invitent à faire des choses et tu dois aller à droite à gauche, c'est pareil, on parle de déplacement? Bah, pas forcément de déplacement, mais aussi, est-ce que, j'en sais rien, est-ce que tu es prêt à représenter n'importe quelle marque si elle te Ah oui, tu parles de ça, d'accord, ok. si elle te permet de suivre ta saison comme tu l'entends, Oui, bien sûr, tu ok. vois. Alors, partons du premier point. On va globaliser le truc. Effectivement, c'est pas du tout pareil pour un sport et pour un autre. Donc, Ouais. un sport comme le tennis, par exemple, tu es véritablement dépendant des tournois. Donc, tu es obligé de faire les 4 surfaces. Donc, tu es obligé de te déplacer partout dans le monde, de t'acclimater rapidement, pas qu'à la surface, mais aussi au climat. Nous, c'est beaucoup moins le cas. On a 2 saisons. Les footballeurs, je prends un autre exemple. Eux, ils ont un championnat et ils doivent être Ouais. présents partout. Ils n'ont pas le choix. En fait. Les championnats de club, Si les tu peux championnats participer, nationaux, les championnats exactement, européens, les championnats mondiaux. c'est valable pour quasiment tous les sports à championnat, donc tous les sports Ou les grands prix, ou avec ouais. tous les sports co quasiment. Mm. Les grands prix, pareil, tous les 15 jours, ils doivent se déplacer. Ils n'ont pas le choix en fait. Nous, c'est facile en fait pour moi aujourd'hui de penser comme ça, puisque c'est l'athlé. Donc, si tu veux, on a 2 saisons, voire une seule. La saison estivale, c'est celle qui compte. L'autre, elle compte beaucoup moins, même pour les sponsors et tout. Donc, ce sont des excuses. Si tu ne veux pas courir en hiver, tu ne cours pas en hiver. Bien entendu, parfois, les marques ou je sais pas, les sponsors peuvent te demander non, si, il faut absolument que tu te montres cet hiver. Parce que juste pour reprendre, parce que tu cumules pas un nombre de points en fonction d'un parcours, mais juste tu vas aller choper des résultats à certains meetings, c'est ça? Ouais, absolument. Alors, malheureusement, ça a un petit peu changé. Effectivement, il y a une sorte de ranking pour participer aux championnats du monde et aux JO. Il faut commencer à participer à des compétitions qui marquent des points. Et ça, c'est valable dans les 2 ans qui précèdent la compète. Donc, c'est un peu plus complexe qu'avant, mais disons qu'à mon époque, quand j'avais 20 ans, donc il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de ça, quoi. Ouais. Les Diamond League, par exemple, les plus gros meetings d'athlètes, tu cumulais simplement des points. Et si tu gagnais, c'était toi qui étais premier à la fin, bah, tu gagnais la Diamond League. C'était comme ça, en fait. Aujourd'hui, la Diamond League, pour la gagner, il faut se qualifier avec des points en finale. Ouais, il y a un petit moucheron, c'est un drone. C'est sûr. Et la Diamond League, tu ne gagnes que si tu gagnes la finale de la Diamond League. Tu vois. Ce qui est complexe, c'est d'être qualifié. Bref, donc, d'où partir? Moi, j'ai beaucoup voyagé pour aller en stage, mais c'était du superflu. J'y allais parce que pour éviter l'hiver en mois de janvier et se taper des fractionnés à 5 degrés avec de la neige, bah, j'allais en Afrique du Sud parce qu'il y avait 1400 mètres d'altitude, parce que c'était des conditions d'entraînement extraordinaires et que tu pouvais passer un mois sans problème. Voilà, il n'y avait pas du tout d'idée d'aller découvrir de nouvelles cultures et tout, parce que déjà, l'Afrique du Sud, l'endroit où ils nous ont amenés, ça s'appelle Potchefstroom, c'est un petit village de blancs, ils se détestent entre eux, enfin bref, c'est catastrophique. D'ailleurs, c'est l'apartheid inversé là-bas et ça m'a jamais plu. Donc, mais on revenait, tu vois, parce que il y a des gens qui vont à Saint-Moritz parce que c'est l'altitude, et des gens qui vont à Font-Romeu, tu vois. Et ben, nous, on allait en Afrique du Sud, quoi.
Et c'était les fédés qui payaient les billets et compagnie. Donc, tu te poses même ça pas la se fait question. encore En fait. aujourd'hui, Oui, ça se fait toi, encore. toi, tu sors pas le cash, donc tu te poses pas la question. Quoi. Tu dis, je prends. Si tu veux, moi, il y a eu une première partie de carrière où j'étais vraiment aidé par la fédé à ce moment-là. Et je choisissais pas, en fait. Donc, on me disait, ça va être là, et en avril, ça sera là, et en juillet, ça sera là. Pas de problème, parce que les stages étaient payés et tout. À partir de 2016, en fait, j'ai changé de coach, et j'ai fait comme un tennisman. D'ailleurs, quand j'ai rencontré mon coach, je lui dis, est-ce que ça te dit dans 2 mois d'aller en Australie ? J'ai envie d'aller en Australie. Je veux voir ce que ça donne, j'ai envie de découvrir. Et on a là-bas fait sur place, on a trouvé des pistes, on a trouvé des muscles, et à partir de là, j'ai commencé à gérer ma carrière différemment, sans penser à l'écologie. Littéralement, je me suis dit, il faut que je sois champion du monde, mais comme je l'entends. Donc, champion du monde, pour moi, ça veut dire découvrir l'Australie, ça veut dire découvrir le Mexique. C'était des choses comme ça, quoi. Ça veut dire trouver le meilleur ostéo et qu'il soit avec moi. Et quitte à le payer 1 000 € par semaine, parce qu'il fait pas, il cumule pas forcément les clients qu'il va avoir tous les jours, mais il va être avec moi. Donc, je suis capable de lui payer un billet d'avion en business et qu'il ait sa chambre tout seul dans notre stage. Je sais pas, qu'il y ait une piscine pour que tous les gens avec qui je suis se sentent bien. Tu vois, j'ai dépensé beaucoup d'argent. C'était du superflu, vraiment. J'en ai honte aujourd'hui, tu vois. Mais c'était vraiment pour que tout le monde se sente bien. C'était même pas pour moi. Et donc, ça ressemblait à des vacances. Et je peux te garantir que quand tu prépares pour les championnats du monde au 800, c'est pas des vacances. Tu vois, on s'entraîne tous les jours. La piscine, on n'en profitait pas, quoi. C'était véritablement pour être dans un contexte idyllique, tu vois. Et pour nous faire oublier qu'on était en train de préparer les championnats du monde. Mais tous les jours, on y pensait. Donc voilà, j'ai pas honte dans le sens où j'ai véritablement... À ce moment-là, c'était ce dont j'avais besoin pour faire champion du monde. À partir du moment où j'ai été champion du monde, j'avoue que les choses ont totalement vrillé. Et aujourd'hui, si je regarde derrière moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Incroyable. Ouais. La honte. Je me tapais j'allais à la Réunion, quoi, juste pour que tout le monde kiffe, quoi. Et donc voilà, ça c'est la première partie. Et aujourd'hui, je me dis, on peut faire totalement différemment. Ce qui me choque, c'est que ces stages-là, les stages d'Afrique du Sud et compagnie, ça s'est complètement démocratisé. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font même pas de haut niveau. Je te fais une comparaison, ils vont peut-être se qualifier au championnat de France. Et ces mecs-là, ils vont en Afrique du Sud aujourd'hui, faire des stages avec le haut niveau. Donc en fait, eux leur but, c'est de partager des moments avec les sportifs de haut niveau, en sachant très bien, et c'est une critique terrible que je suis en train de dire là, mais je le pense vraiment, parce que c'est catastrophique au niveau environnemental ce qu'ils font, ces gens-là. Tu vois, je pense qu'ils y croient même pas, ils se disent ils vont pas faire les minima pour les JO, tu vois, il n'y a aucune chance, mais par contre, ils vont vivre la même chose que les sportifs de haut niveau. Tu vois, alors que nous, il y avait quand même un sens. On se disait, il y a 1400 mètres d'altitude, je fais 3 semaines là-bas, je fais les globules, machin, il y a un sens, tu vois, à ce qu'on faisait. Je passe pas l'hiver en train de subir. Tu casses la routine, tu vois, il y avait véritablement un sens. Ces gens-là, bah non, il y a pas de sens, mais pourtant, ils continuent à prendre l'avion. Tu vois, moi, la prochaine fois, je prendrai l'avion, je le ferai parce que j'aurai pas le choix, quoi. Je dis pas que tout le monde doit faire la même chose, loin de là, tu vois, chacun a ses contraintes dans la vie, mais dans le sport, en tout cas dans l'athlé, je suis persuadé que tu peux choisir 3-4 meetings en France, réussir tes courses à ce moment-là, faire des stages, je sais pas, tu trouves un truc et tu vas en train. Moi, c'est ce que je fais, je voyage en train depuis 3 ans et je suis pas malheureux, tu vois. C'est vrai que des fois, la SNCF ou autre, c'est compliqué. Les gens qui disent, ouais, mais toi, tu voyages en train, ça coûte hyper cher et tout. Et je dis, mais mec, non plus, j'ai plus de thunes, les gars, mais je voyage quand même en train, je sais pas, je me débrouille et je subis les retards et je subis les gens quand il fait trop chaud, qu'il n'y a pas de clim dans le train, je subis ça, mais j'en suis pas plus malheureux, en fait, qu'à l'époque où je faisais des stages et qu'on était en plein kiff pendant 3 semaines. Parce que déjà, quand t'es dans une sorte de luxe, bah, tu te fais chier, en fait, à force. Et là, t'as tout est accès libre. Tout est facile à avoir. Et en fait, c'est pas ça, quoi, la vie. Ça me fait penser à... Bon, t'en as probablement entendu parler, Inès Fitzgerald, la jeune Britannique de 16 ans. Oui, absolument. Donc qui a refusé, alors je sais plus quel championnat du monde, c'est en Australie, c'est ça? C'était les mondes juniors, elle, ou même monde cadet, peut-être ça. Même 16 ans, ouais.
Extraordinaire. Et donc, elle a dit publiquement, je n'irai pas en Australie parce qu'il faut que je prenne l'avion. Et pour moi, ce sera JO 2024, point. Et je m'entraîne pour ça. Est-ce que tu penses que c'est une décision que tu aurais pu prendre, tu vois, à la lumière de tout ce qu'on vient de se dire, en sachant, et si tu avais, tu vois, bon là, évidemment, Paris 2024, tu y seras. Mais est-ce que du coup, c'est un truc où tu aurais pu te dire, je marque le point et... À l'époque, à l'époque, non, ou peut-être juste après ta prise de conscience, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, si tu te disais, aujourd'hui, tu te dirais, je peux marquer des super points là-bas et j'y vais pas quand même. Oui, aujourd'hui, oui, bien sûr. À l'époque, jamais. J'étais totalement conditionné et je m'en foutais complètement. J'aurais rigolé de cette fille, ça se trouve. Je me serais dit, putain, mais elle est en train de gâcher sa carrière. Il y a des moments, il y a des choses plus importantes à ce moment-là dans ma tête que l'environnement. Il y a moi, quoi. Il faut que je vive ma passion. J'aurais littéralement, j'aurais appelé cette fille, j'aurais dit, qu'est-ce que tu fous, putain? Pense à toi d'abord et après tu penseras à l'environnement, tu vois. Aujourd'hui, je pense totalement différemment. Et aujourd'hui, tu dis quoi, j'ai un énorme respect pour cette fille qui a 16 ans, qui... Alors, je ne sais pas si c'est sa décision ou celle de ses proches ou de ses parents, vraiment, mais elle a l'air extrêmement mature. De toute façon, les filles sont matures plus rapidement que nous. Hein. Et si elle a le niveau que je pense qu'elle va avoir, cette fille-là va être la pionnière d'une mouvance sportive extraordinaire. Il y en a d'autres, les sportifs, tu vois, si on oublie un peu de l'athlète, est-ce que tu as d'autres exemples de sportifs qui arrivent à porter une voix comme ça ou pas? Je sais pas, il y a pas des équipes de foot là qui ont refusé d'aller au Qatar et tout. C'était quoi quel joueur? Ça, j'avoue, j'ai pas trop suivi. Et je me souviens plus pendant la Coupe du Monde là, tu sais, il y avait des joueurs qui refusaient d'aller au Qatar et tout. Ils ont pas tort. Hein. Si les gens commencent pas à le faire, qui fera? Tu vois? Alors, dans la Formule 1, peut-être aussi que ça commence à bouger. C'est possible. Il y a Vettel, quand il a pris sa retraite, il a dit mon sport n'est pas compatible avec les enjeux écologiques. Mais il a fait ça au moment de prendre sa retraite, donc je sais pas ce que ça valait comme engagement, tu vois. Mais ouais, ça ressemble à un coup de com'. Après, ça reste Sébastien Vettel qui dit ça, clair, ça a du poids, clair. Tu vois. Donc, même si c'est un coup de com', ça a son poids, c'est important. Je pense que Après, moi, ce qui me fait chier aussi là-dedans, c'est que les gens sont gonflés de ça. Ça en entend partout. Hein. Moi, j'écoute pas la télé, j'écoute pas les news, heureusement. Mais je sais que les gens, ça leur fait peur, en fait. Ils ont l'impression d'entendre que ça toute la journée. C'est bon, arrêtez de nous gonfler avec l'environnement, on a compris. De toute façon, on va tous mourir. Hein, donc, voilà, c'est comme ça qu'ils réagissent. Moi, ça me rend plus triste qu'autre chose, tu vois. Je sais pas, tu veux des enfants, par exemple? A priori, ouais. Est-ce que tu en veux un peu moins maintenant qu'avant? A priori, ouais. On est dans le même cas, tu vois. Moi, je vois des enfants, j'ai des étoiles dans les yeux. Je les trouve extraordinaires. Il n'y a rien de plus beau, tu vois, que quelqu'un qui apprend au quotidien et qui se passionne de nouvelles choses, quoi. Ce qui est moins notre cas, forcément, quand on grandit. Mais c'est tellement flippé. Tu vois, pareil. Ça me désole de me dire qu'on est dans ce cas-là. Ouais, je comprends. Tu me disais tout à l'heure là, que vous avez... qu'effectivement, les athlètes, donc que ce soit sur l'athlétisme ou sur les autres sports, c'est complètement tributaire des fédés, des organismes, des calendriers, en gros, des calendriers internationaux des compétitions. Est-ce qu'ils ont quand même un pouvoir, tu vois, genre par exemple, il y avait des athlètes qui s'étaient un peu hissés au créneau pour les JO d'hiver à Pékin, je me souviens, en disant, nous, on n'a pas envie de participer à des JO qui sont dans un endroit où il n'y a pas de neige en hiver. Est-ce qu'il y a un pouvoir des athlètes sur ce genre de décision? Ou est-ce que, enfin, tu vois, on a du mal à se rendre compte d'un point de vue extérieur. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au sport, autre que ce que les fédérations arrivent à apporter en termes de calendrier, en termes de, tu vois? Ouais. Alors, mon avis, c'est que j'ai l'impression qu'on a vrillé. Qu'il y a quelques temps, ça n'aurait rien changé. Même 2-3 top mondiaux, pas présents, à part peut-être des Usain Bolt en athlée, des Messi et compagnie, qui le feraient jamais, hein, visiblement, puisqu'ils ne l'ont pas fait. Il n'y a aucune personne qui s'est véritablement bougée, qui avait du poids. Tu vois, ça peut être... oui, il va peut-être être 3e médaille de bronze au snowboard ou je sais pas quoi, mais ça a vraiment beaucoup de moins de poids que... Je me rappelle plus comment il s'appelait, le fameux gars qui a gagné pendant 10 ans, là.
Ah si, Sean quelque chose. Sean White. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Bah, tu vois, il y a que des superstars comme ça qui à l'époque pouvaient changer les choses. Aujourd'hui, il y a tellement de boîtes qui sont rentrées dans ce cran-là. Le gouvernement, pareil. On a la pression, tu vois. Qui va bouger en premier, machin. Je pense que comment t'expliquer? À l'époque, en fait, bah, tu disais non à des JO, donc tu renonçais à une médaille, bah, t'avais juste 50% en moins sur ton contrat Nike, Puma, Adidas, Asics, peu importe la marque. Voilà, et puis bah, rendez-vous l'année prochaine, puisque l'année prochaine, c'est pas contre l'écologie, tout ira bien, c'est pas un fiasco écologique, je veux dire. Et tu perdais juste une année, quoi. Et de l'argent, et de la notoriété. Aujourd'hui, ça y est, on est là-dedans. Donc je pense que même les sportifs qui à moins de notoriété peuvent commencer à faire bouger les choses. On est dans tu vois, les 3 phases de la révolution, là, on y est, là. Là, c'est évident maintenant. Donc tu penses qu'un un sportif, s'il arrive à porter sa voix et à créer son personal branding autour du fait qu'il faut faire moins d'événements sportifs, qu'il faut avoir des événements de moins grosse envergure, il pourrait être sponsorisé tout aussi bien qu'un autre sportif. Il peut-être pourrait en même vivre plus. encore mieux même. Ouais, peut-être même plus. S'il se débrouille bien, je pense que oui. Et ça, pour toi, c'est une des clés qui permet de transformer l'industrie assez rapidement? Je pense que ça peut se faire très rapidement, puisque ça sera une boucle. Les sportifs se suivent entre eux. Hein. Et pour l'instant, personne n'a vraiment les couilles. Là, à part Sean White, parce que lui, Sean White, il a pris sa retraite, il a même pas fait les couilles, mais j'ai games. pas le niveau et j'ai pas la notoriété. Tu vois? Mais si j'avais le même état d'esprit dans le corps d'Usain Bolt ou dans le corps d'Mbappé et dans son sport, bah, ça serait extraordinaire. Effectivement, ça dépend aussi des sports. Mais tu vois, par exemple, Sean White, il a même pas fait les derniers X Games, il est un peu sorti de. Oui, c'est bien sûr. T'en as d'autres des athlètes en tête comme ça, je sais pas, où si on passe partie ski, peut-être Perrine Lafont qui pourrait se chauffer, qui elle, pour le coup, a un vrai visage de. Je sais pas, des athlètes français d'hiver, tu vois. Tu parles d'athlètes français, ouais, Perrine Lafont, c'est un bon exemple. Tu vois, au tennis, c'est pareil, on n'est pas assez balèze, peut-être, mais en ce moment, mais tu mets tous les Français en même temps qui boycottent des. Le problème, c'est qu'ils gagnent pas les grands chelems, donc je sais pas si les gens ils auraient un impact. Moi, à mon sens, c'est le cas. Si Caroline Garcia, mon fils, tous les meilleurs tennisman, ils le faisaient en même temps, qu'est-ce que ça donnerait, tu vois? Aujourd'hui, tu vois ça possible? Est-ce que tu les vois boycotter des trucs? Ah bah, c'est la question que je te posais. Pour moi, ça me paraît compliqué du point de vue athlète. Tu vois, j'avais pas du tout cette notion de. En athlétisme, c'est un peu plus simple parce qu'il n'y a pas de points cumulés ou des circuits ou des tours, etc. par rapport à d'autres compétitions. Mais pour moi, j'avais un peu l'impression que les athlètes, c'était les pions dans un grand jeu d'une fédération ou d'un organisme international, ouais. Tu vois. Et donc, je me disais, bah, ils ont peut-être une voix à porter, mais en même temps, il faut quand même qu'ils fassent profil bas pour pouvoir continuer à faire leur sport et à gagner leur vie, sachant qu'il y a quand même très peu de sports qui permettent à haut niveau de bien gagner sa vie, quoi. Oui, ça, c'est déjà il faut la première information, en ouais. fait, il faut que les gens comprennent que ceux qui nous écoutent, le sport, ça dure 10 ans, peut-être un peu plus pour certains. Ça dépend des sports, vraiment. Mais les sports traumatisants, c'est une dizaine d'années, une douzaine d'années. Il y a, par le foot, le tennis, le golf, personne gagne de fric, en fait. Moi, j'en ai gagné, par exemple, parce que déjà, il y en avait plus avant. Et parce que ça marchait bien, je me blessais pas et ça fonctionnait, quoi. Mais aujourd'hui, des athlètes qui ont mon niveau, par exemple, je pense à un mec comme Benjamin Robert ou Gabriel Tual qui sont sensiblement du même niveau et qui auront sûrement des médailles au JO ou championnat du monde un jour, je leur souhaite en tout cas. Et ben, il y a moins d'oseille, quoi. Je regarde pas leur compte en banque et je suis pas en contact avec eux, mais je le sais. C'est pas les mêmes marques ils sont obligés de toute façon de courir les grosses courses parce que c'est là où tu gagnes du fric et c'est là où t'es obligé de participer avec ces gens-là à ces courses-là, parce que si tu les loupes, tu loupes des opportunités de courir avec les meilleurs du monde, et c'est comme ça que tu finis par gagner des médailles, en accumulant de l'expérience avec les meilleurs. Moi, quand je te parlais tout à l'heure de tu peux choisir 3-4 courses en France, avoir une empreinte carbone vraiment moindre,
c'est parce qu'aujourd'hui, en France, on a un circuit où il y a les meilleurs, quasiment les meilleurs qui peuvent venir, tu vois. Par contre, là où ça a changé, c'est que ton circuit dont tu parles dans d'autres sports, il existe aussi maintenant, comme je te disais, avec le ranking, tu es obligé de le cumuler, des points. Donc, c'est pour ça que ces coureurs-là dont je t'ai parlé juste avant, bah, ils vont faire ces courses, ils vont devoir se déplacer, participer. Et, parfois, c'est des petits déplacements, hein. Ça peut être Chorzów en Pologne, des choses comme ça, mais ça reste, tu vois, prendre l'avion, aller-retour. Donc, il y a un côté, si tu gagnes pas de fric pendant ta carrière, t'en gagnes quand, en fait? Ouais. Toi, Tu vois, tu fais quoi d'autre, en fait, pour en gagner? Non, mais c'est clair, ouais. Et puis, bah, tu lances des EcoSports Challenge non lucratifs, a priori. Non, mais tu vois, et ça pourrait être quoi les solutions pour réduire le nombre d'événements sportifs? Est-ce que c'est souhaitable? Parce que bon, on a tendance à beaucoup le dire, là, notamment dans la stratégie nationale bas carbone, on en parle un peu, on dit bon, les JO, ok, énorme événements, mais il y a quand même des événements qu'il faut réduire en taille et en nombre. Comment est-ce qu'on fait pour choisir lesquels? On met forcément des athlètes sur le carreau si on fait ça, parce que du coup, tu as un numerus clausus qui va être un peu plus serré. Est-ce que du coup, on est capable de faire vivre toute l'industrie? Est-ce qu'il faut faire vivre toute l'industrie ou est-ce qu'il faut la réduire? Tout ça pour du divertissement la plupart du temps. Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? Est-ce que tu penses que les records qu'on cherche sont vraiment des records qui doivent encore être dépassés? Tu vois, il y a tout ce truc de croissance de cette industrie qui est à remettre en cause. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Alors, je vais partir du principe où je suis véritablement convaincu que de toute façon, les secteurs tertiaires finiront par disparaître, parce que je pense... Par disparaître complètement? À petit, ouais. Surtout le sport, quoi. C'est peut-être cette industrie qui va disparaître aussi, même si c'est ça qui nous vend le plus de rêves. Malheureusement, je crois que les gens n'ont pas vraiment compris ce qui va se passer. On va subir la vie, ça va être de plus en plus complexe, quoi. Donc, c'est très pessimiste comme discours, mais moi, j'en suis convaincu. Par contre, pendant les belles années qui nous restent, c'est un effet de poupée russe. Tu vois, il faut partir du bas. Disons que un groupe d'athlètes se réunit, discute avec des fédés, des organisateurs de meetings. Ok, bah on arrête celui-là, on fait celui-là. Toi, ça va te rapporter autant d'argent. Mon price money sera le même. J'aurai mon enveloppe pour les athlètes, mais on le fait là. On a un circuit, on fait partir tout le monde en train ou machin. Voilà, des choses comme ça plutôt. Ok, bah ce meeting est validé, la fédé a validé. Putain, mais la France, pas mal ce qu'ils ont fait là. Leur petit circuit et tout a totalement changé. Écoutez, pourquoi pas essayer? Puis ça se discute petit à petit. Puis, ah bah tiens, en Europe, ils font ça. Pourquoi pas, tu vois? Et à la fin, bah, c'est les fédérations internationales qui bougent. Et il n'y aura plus jamais de championnat à Doha, il n'y aura plus jamais de trucs comme ça. Bien entendu, après, on parle de sport où de toute façon, les championnats sont obligés d'être à un endroit et les 5 continents, s'ils veulent y participer, il faut qu'ils y aillent. Ouais, et puis, est-ce qu'on est obligé d'avoir des championnats intercontinentaux? C'est quand même ça qui vend du rêve aux gens, tu vois. Ouais, mais du coup, tu disais on doit vendre du rêve, mais si les industries sportives ou de sport de spectacle, entre guillemets, tu vois, genre jouer de l'athlétisme dans un stade, c'est un sport de spectacle. Est-ce que du coup, ça doit rester en place, tu vois? Et si ça doit disparaître, est-ce que les 5 continents, est-ce que ça a du sens? Faut que les gens aient des rêves encore. Non, bien sûr. Tu vois, si tu leur enlèves le fun, il se passe quoi dans la vie, quoi? Moi, je suis le premier à aller dans les festivals. J'adore la musique, j'adore la fête. Tu vois, il y a un championnat, je vais le regarder. Comment tu veux enlever du rêve aux gens? C'est ça qui nous fait survivre. Enfin, c'est ça qui nous fait passer de la survie à la vie. Donc, moi, je dis simplement que ce sont les premiers qui vont disparaître si on continue sur cette voie. Tu vois? Si ça change pas rapidement, si ça prend pas un virage à 180, je pense vraiment que c'est ça qui va disparaître en premier. Comment est-ce que tu vois du coup la suite de ta carrière à toi personnellement, le reste de ta carrière sportive en tout cas, au vu de ces enjeux et de ces aspects-là qu'on vient d'évoquer? Alors moi, je vis un athlétisme beaucoup plus agréable qu'avant, du fait de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Je sais pas, je me lève le matin avec moins de honte, on va dire. Enfin, maintenant que je le sais aussi,
dis pas que j'ai une empreinte carbone à 0, hein, je vais pas vous mentir, hein, j'utilise mon sèche-linge de temps en temps, enfin bref, non mais tu vois ce que je veux dire, voilà. On tape sous, c'est bon. c'est juste, elle a considérablement diminué, je prends vraiment plus l'avion et j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, je la vois, ma fin de carrière, avec je vais tout donner pour aller au jeu et pour que ça se passe vraiment bien là-bas. Ça fait longtemps que je me suis pas senti en pleine forme pendant des mois sans blessure. Et c'est vraiment ça mon quotidien aujourd'hui, me sortir de ça. Et si je réussis, que je réussisse ou je réussisse pas, ça changera pas grand-chose pour les éco-jogs, ça changera juste la notoriété des éco-jogs. Et vraiment, je sais que j'ai pas le poids pour faire changer les choses, mais en tout cas, on a de plus en plus de retours de sportifs qui soit ont participé à nos éco-jogs, soit on en a entendu parler. Et ça compte pour moi. Je me dis que 1 + 1 = 2, quoi. 2 + 2 = 4, et ça fonctionne comme ça, la vie. On se contamine. Donc si on se contamine dans cet aspect d'environnement, on a compris quand même, on est des sportifs, on a compris ce qui nous faisait kiffer dans la vie. Et il faut réussir personnellement. Mais en backup, on a le rétro et on sait aussi qu'on laisse de la mer derrière nous. Et ce qui nous attend devant, c'est une côte. On va plus jamais descendre à partir de maintenant, ça va faire que monter. Et il va falloir apprendre à vivre dans la sobriété. Mais c'est l'avantage aussi qu'on a dans le sport. Hein. On a beaucoup d'obstacles. Hein. Et c'est ça qui rend le sport de haut niveau agréable aussi. Hein. C'est le fait que ça soit jamais facile. Et qu'au moment où on a réussi, on se dit putain, quand j'y repense, il y a 2 mois, j'étais blessé, j'y croyais pas. Et puis aujourd'hui, j'en suis là parce que tous les jours, pendant 2 mois, j'ai mis 2 fois plus d'intention dans ce que je faisais. Et je pense qu'aujourd'hui, la vie, ça va devenir ça, quoi. Hyper inspirant. Et écoute, merci beaucoup, Pierrot. C'était un super moment passé avec toi. Et puis, on te souhaite merci bien à toi de m'avoir tout le courage dont écouté. tu vas avoir besoin pour les JO 2024. Et puis, on espère que tu seras au top de ta forme à ce moment-là, surtout pour que l'EcoSport Challenge soit le plus connu possible, puisque c'est ça l'objectif final d'une médaille aux JO. On espère en avoir à Paris d'ailleurs un jour. Bah ouais. C'est quand même le plus logique. Ce serait cool. Et puis, en tout cas, moi, je serais partant. Allez. Et puis, pour vous, les auditeurs qui êtes restés jusqu'ici, vous êtes nos auditeurs préférés, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre une petite étoile sur Apple Podcasts, Spotify, à mettre un commentaire sur votre plateforme aussi, à vous abonner pour ne pas l'oublier les suivants. Les épisodes sortent tous les 10 jours maintenant, donc tous les 1, 11 et 21 du mois. Vous pouvez retrouver un nouvel épisode et vous aurez toujours un petit focus après pour vous teaser les événements un peu intéressants de l'épisode. Ciao Pierrot. Trop cool. Ciao, merci à toi. Salut. XS. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.